Donc bonjour et bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Bienvenue à vous qui êtes ici avec un café à la main, mais aussi connectés à distance. Donc je suis Blandine Calcio-Godino, je suis la responsable du pôle écosystème et développement et je suis ravie de vous retrouver. Après cette pause estivale qui, je l'espère, vous a permis de déconnecter et de vous ressourcer, malgré évidemment un contexte climatique et environnemental particulièrement difficile. Alors justement, pour notre événement de rentrée, nous avons le plaisir d'organiser avec notre nouveau partenaire France Water Team et plus particulièrement Francis Bertrand, son directeur général, Louise Poupnay et Sophie Altmeyer, un regard croisé sur un sujet donc d'extrême actualité, sur le sujet de l'eau et plus particulièrement la gestion des données liées au réseau d'eau potable. Alors, comme dans beaucoup de secteurs, il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire à la fois il y a une explosion des données liées au réseau, mais malgré tout une connaissance, une cartographie qui reste insuffisante de ces mêmes réseaux. Donc l'enjeu, c'est bien de savoir comment gérer cette multitude de données, mais surtout de le faire de façon efficace pour répondre rapidement à des enjeux majeurs, et vous les connaissez, et surtout à la problématique de vieillissement de nos réseaux d'eau, problématique d'entretien qui est très souvent insuffisamment ciblée et qui génère du coup des fuites nombreuses. Et on sait que 1 litre sur 5 d'eau est perdu en France. Au-delà, il y a un vrai enjeu également, c'est celui de donner à voir et de faire comprendre le sujet aux citoyens. Et notamment de bien mettre en avant les enjeux liés à l'eau et les coûts réels liés à sa gestion. Donc, le sujet, c'est de savoir comment capter les bonnes données au bon moment, savoir les restituer de façon précise, mais également pertinente et parfois de façon aussi simplifiée pour bien faire comprendre les enjeux. Donc, on va discuter de tout cela avec nos intervenants aujourd'hui. Je laisserai France Water Teams les présenter. Mais avant de démarrer, quelques mots sur le Hub des Territoires et sur la Banque des Territoires. Donc, le Hub des Territoires, vous l'avez vu avec le petit film introductif, c'est un lieu et un dispositif qui nous permet d'échanger avec vous, collectivités, entreprises publiques locales, partenaires, aussi bien publics et privés. Notre vocation, c'est d'inspirer et donner des clés de lecture pour concrétiser les projets territoriaux et nous rassembler. Ça prend la forme d'ateliers, d'événements, de résidences. Et d'ailleurs, ne manquez pas, et là c'est le génie de la technique, le lien vers notre newsletter mensuelle et vers notre agenda en ligne avec tous nos événements publics qui vont apparaître normalement, si tout va bien, dans le chat. Et donc, ce Hub des Territoires nous permet d'accueillir des partenaires comme France Water Teams, avec qui nous travaillons actuellement sur le sujet de l'eau. Alors effectivement, depuis le début de cette année, même si avec plusieurs de mes collaborateurs, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse de près au sujet de l'eau, on a souhaité mieux comprendre les besoins et les difficultés de nos clients collectivités, puisque face à la complexité des enjeux liés à l'eau, les collectivités expriment une multitude de besoins qui vont de l'acculturation au sujet, en passant par la phase de diagnostic, de meilleure compréhension de leur réseau, jusqu'à celle de conception, de concrétisation, embarquant bien sûr le financement de leurs projets. De nombreux acteurs interviennent sur ce sujet et finalement, on est face à une chaîne de valeur qui est souvent très fragmentée et les collectivités se retrouvent alors confrontées à un parcours client qui est particulièrement complexe. Or, le positionnement actuel de la Banque des Territoires, qui est indispensable, qui est celui de financeur, renforcé également par des offres d'ingénierie et de conseil, ne suffit pas à accompagner les collectivités sur l'ensemble de leur parcours. C'est pourquoi nous avons lancé des travaux pour définir ce qu'on appelle un parcours étendu eau, avec un ensemble de partenaires et de collectivités locales. Et vraiment, l'objectif, c'est d'accompagner de bout en bout, dans un continuum donc, de parcours et de solutions, une collectivité, pour pouvoir répondre à de grandes questions que peuvent se poser notamment les élus et au-delà les équipes dans les collectivités. Donc, comment anticiper ces problématiques liées à l'eau ? Comment transférer mes compétences ? Comment réagir ? Et alors là, ça parle bien par rapport à cet été encore, à l'apparition d'un besoin urgent. Et puis enfin, comment trouver une réponse et comment financer son projet ? Le partenariat avec France Water Teams vient soutenir la mise en œuvre de cette stratégie d'animation en favorisant les interactions entre public et privé, de par la position de France Water Teams, évidemment, sur le champ de l'innovation et du développement des startups. Donc, sans plus attendre, je te laisse la parole, Francis, pour que tu nous en dises un peu plus sur France Water Teams et également avec Louise.
Bonjour à tous. Merci Blandine pour cette introduction plus que complète qui pose finalement très clairement les enjeux qui pèsent sur nous tous et qui vont nous permettre à nous, France Water Team, d'apporter notre pierre à cet édifice. Je me présente donc Francis Bertrand, je suis le directeur général de France Water Team, mais l'important là dans mon propos, c'est plutôt France Water Team, qui est ni plus ni moins que le pôle de compétitivité de la filière de l'eau. Alors, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais je vais vous faire un petit schéma. Je me lance. Allez. Ah, pardon, merci. Il était coupé, parfait. Non, mais j'ai deux mains gauches aujourd'hui, hein. J'y arrive pas. Bon, ceci dit, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Qu'est-ce qu'un pôle de compète? C'est somme toute très très simple. C'est une structure qu'on qualifie de corps intermédiaire qui fait la relation entre des entreprises, des académiques et, autant que faire se peut, merci, leur clientèle. Ils ont été créés il y a une grosse quinzaine d'années avec l'objectif de faire monter l'innovation et la compétitivité française, d'où leur nom, très simplement. Et je ne fais pas trop d'histoire, mais en fait, on leur a confié 3 missions à ces pôles de compète. Animer une filière industrielle, pour nous c'est l'eau, faire en sorte que ces acteurs puissent se financer, notamment auprès des guichets de l'innovation, et tertio, qui puissent se pousser à l'international une fois qu'ils ont, conjointement académiques et entreprises, développé de nouveaux services. Donc voilà, une doctrine très simple, une fonction très simple, qu'on retrouve dans tous les pôles de compétitivité en France. Pour ce qui nous concerne, et c'est pour ça que vous avez une petite carte de France et plein de logos sur cette illustration, nous sommes un système fédéral. On n'est pas une structure unique qui a aggloméré ce qui existait de pôles ou de clusters sur le territoire. On est une fédération des 3 pôles que vous avez sous les yeux et qui couvrent, par leur thématique et par leur géographie, à peu près tous les segments de clientèle ou d'activité de la filière de l'eau. Donc je récapitule, mission d'accompagnement des entreprises. Et quand je dis ça, en fait, vous voyez clairement la connexion et l'utilité de notre partenariat avec la Banque des Territoires qui a une connexion très forte aux collectivités. Donc pour le dire un peu en mots rapides, on apporte de l'innovation par les entreprises qu'on soutient. Et puis la Banque des Territoires nous permet de les connecter aux collectivités. J'oublie pas de dire au passage que 80% de l'achat de l'achat en France se fait dans la filière de l'eau par les collectivités. Donc clientèle principale, non exclusive. On a des industries qui sont évidemment clientes de nos entreprises. Et pour mémoire d'ailleurs, et pour finir là-dessus, notre collectif, j'ai parlé de la structure, mais parlons du contenant ou plutôt de nos adhérents, nous sommes aux environs de 500 membres. Donc un peu plus de 400 entreprises, tous les grands académiques du secteur, tous les labos publics et privés d'ailleurs sont dans notre écosystème. Et donc on a de quoi générer tout ce qu'il faut de support et de soutien pour l'innovation. Ça prend quelle forme? C'est simple. Un pôle, c'est des services offerts à ses adhérents. Et vous avez les mots-clés de ce que l'on fait. Je vous les ai finalement donnés quasi en filigrane. On a une fonction de réseau. Ça nous amène à organiser des groupes de travail, à emmener nos adhérents sur des salons, à les emmener à l'étranger. Deuxième fonction, l'international, donc en délégation, en mission. Après, avec la Team France Export, j'en passe et des meilleurs. Vous connaissez ces acteurs-là. Le troisième sujet, tête de gondole ou historique, je dirais, dans les fonctions des pôles, c'est le sujet innovation. Donc, c'est l'appui au montage de projets, la labellisation de ces projets pour vérifier qu'ils sont d'équerre avant qu'ils soient soumis au guichet de financement, de tout niveau d'ailleurs, régionaux, nationaux, européens. On se lance aussi à l'international auprès des grands bailleurs de fonds. Et on a ajouté 2 sujets sur les 4 dernières années de notre activité. En l'occurrence, on fait le focus sur la dimension européenne parce que, excusez de l'imprécision du chiffre, mais ce n'est pas le mien, la France se loupait de plusieurs centaines de millions d'euros sur Horizon 2020. Il fallait donc réagir. Et nous, les agences de développement économique, les régions, on est dans le mouvement d'augmenter la performance française, aussi bien de nos adhérents sur les guichets que de nous-mêmes. On est invités à se financer sur les guichets européens. C'est un peu étonnant ça, mais finalement pas tant que ça, quand on sait qu'on peut se financer du développement de services à offrir à nos adhérents avec de l'argent européen. Et j'oublie pas le dernier point ou la dernière gamme de nos services, c'est ce qu'on appelle la croissance, c'est l'appui au développement des entreprises. On a travaillé avec BPI France sur l'accélérateur de croissance, sélectionner des entreprises à les aider. On amorce un mouvement vers la RSE et d'autres sujets d'appui qui ne sont pas purement filière de l'eau, donc les métiers ou les fonctions support ou transverses des entreprises.
J'avais 5 minutes, je pense que je ne suis pas loin. Donc pour les généralités, c'était mon tour. Et pour ce qui est du détail plus précis de tout ça, je passe la parole à Louise. Merci Louise, merci à tous. Merci Francis. Pour me présenter, donc Louise Poupenet, je suis chargée de mission au sein de France Water Team, chargée de mission eau et numérique plus précisément. Et donc comme l'a expliqué Blandine tout à l'heure, il y a de nombreux enjeux actuellement autour du numérique. Et c'est pour ça qu'on a lancé une étude sur la valorisation des données de l'eau potable. Donc, c'est une étude qui a pour enjeu de mettre en relation les industriels, offreurs de solutions et collectivités pour que chacun puisse échanger sur ses besoins par rapport à ce sujet-là et pouvoir rendre utiles les données qui sont collectées sur le terrain et maximiser leur valeur ajoutée. Pour cette étude, on a travaillé sur un état de l'art des innovations technologiques, des outils qui étaient sur le marché et puis des projets remarquables aussi qui ont été menés en France et en Europe sur ce sujet-là. On a aussi échangé avec 29 collectivités qui ont participé à cette étude en menant des entretiens et en diffusant auprès des collectivités de France un questionnaire quant à leurs pratiques sur la gestion de leurs données eau potable. Donc, quelles données sont collectées, comment elles sont traitées, avec quels outils et quels sont leurs besoins par rapport à la valorisation des données de l'eau potable. Et pour terminer, on a aussi organisé 3 ateliers, encore une fois pour mettre en relation les industriels et les collectivités afin d'échanger sur les besoins de chacun et avoir une vision un peu plus à l'avenir sur les projets à développer pour aller plus loin sur la valorisation de ces données. Et on a tout un comité de pilotage qui nous accompagne sur cette étude qui sera disponible à la fin de cette année. Et donc la souscription est toujours possible, soit après sa disponibilité ou alors dès maintenant pour prendre connaissance de tout le travail qu'on a pu mener sur ce sujet. Et pour aller un petit peu plus loin sur le même thème, donc, on organise une journée technique sur les innovations numériques pour les réseaux d'eau potable qui aura lieu le 13 septembre prochain à Antony dans les locaux de l'INRAE. Et à l'occasion de cette journée, c'est l'occasion de se réunir, de réunir les acteurs de l'eau, donc également collectivités, bureaux d'études, personnes également issues du domaine de la recherche, industriels, offreurs de solutions, pour échanger sur des présentations à la fois techniques et technologiques, sur les nouvelles technologies disponibles sur le marché, tous les projets qui ont été mis en place donc pour l'innovation numérique sur les réseaux d'eau potable, et puis également pour avoir des retours d'expérience et des témoignages de ce que les collectivités ont pu mettre en place comme projet remarquable au sein de leur collectivité et comment elles avancent sur ce sujet-là. Donc voilà, le 13 septembre 2022 à Antony. Donc c'est toujours possible de s'inscrire, ça arrive prochainement. Et voilà, pour retrouver un petit peu tous les acteurs de l'eau à l'occasion de cette journée-là et échanger sur les innovations numériques pour les réseaux d'eau potable. Je pense que pour la suite, on peut appeler les prochains protagonistes. Donc Sophie Altmeyer qui animera cet atelier. Merci beaucoup pour l'introduction et la contextualisation de cet échange. Donc pour ma part, je suis Sophie Altmeyer, je suis responsable technique au sein d'Hydréo, au sein des pôles de France Water Team. Et je vous propose maintenant qu'on accueille 4 intervenants qui vont nous faire leur retour de leurs expériences terrain. Donc je vous propose, merci, de venir vous installer. Donc on a Paul Flory qui est directeur général d'Extralab, Mathieu Bauer, responsable de marché environnement énergie au sein d'Endress Hauser, Éric Vinchamp, qui est responsable service eau et innovation et développement de la Colmarienne des eaux, et puis Emmanuel de Lavergnole, qui est chargé de mission secteur gestion du patrimoine, sur les schémas directeurs au CEDIF. Voilà, merci à tous d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui, de partager votre expérience. Donc, en introduction, Paul, qui est DG d'Extralab, va nous expliquer pourquoi la valorisation des données est importante, mais aussi quelles sont les limites, les freins que peuvent rencontrer les collectivités. Du coup, Paul, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Sophie. Donc moi, je me présente, donc Paul Flory, je suis le cofondateur et dirigeant de la jeune société Extralab.
Extralab, c'est une société qui vient du CNRS avec l'INRAE, donc très scientifique, et qui aujourd'hui, donc depuis très récemment, s'adresse aux collectivités pour tous ces enjeux sur la valorisation des données. Donc moi, je vais sans doute avoir le regard le plus frais, le plus jeune de tout ça, parce que c'est un sujet que j'aborde depuis très récemment. Donc c'est vraiment quelque chose de très frais, j'allais dire. Donc valorisation des données. Donc simplement dans quel but ? Ce que je propose ici simplement, c'est de par ma petite expérience auprès des différentes régies de toute taille, c'est un espèce de SWOT qui présente entre guillemets les enjeux et ceux qui motivent une collectivité à se pencher sur la valorisation, c'est-à-dire l'exploration, l'exploitation et vraiment se pencher sur toutes ces données. Et vraiment, là, c'est vraiment classé par ordre d'importance. Le sujet numéro 1, c'est vraiment le changement climatique à toutes les échelles de temps et sur toutes différentes facettes. C'est vraiment quelque chose de très prégnant et que les régies le sentent et qui se quantifie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, c'est une remontée numéro 1 qu'on peut avoir et qu'on sent. Et c'est vraiment les sujets que nous, on adresse. C'est comment aujourd'hui je fais face, et c'est pas plus tard que cet été, à ces sujets-là. Donc c'est vraiment la pression numéro 1, mais qui ne va pas aussi sans le numéro 2, qui est la pression donc, du politique et du citoyen. Donc là, c'est vraiment au sein de ces régies-là. C'est assez particulier, mais selon les tendances, il y a vraiment une pression du politique et du citoyen sur les nouveaux polluants, les polluants émergents, etc. Ça suppose et ça remet la région en question et ça l'oblige à se poser des questions. Et ça aussi dans un nouveau contexte un peu plus général, qui sont évidemment les nouvelles pressions à l'échelle européenne et nationale, les nouveaux plans de gestion, les nouvelles limites les nouveaux polluants, etc. C'est tout un tas de nouvelles organisations qui, encore une fois, mettre sous pression la régie et doit forcément la remettre en question. Mais ça, en fait, c'est entre guillemets ce qui la met sous pression avec entre guillemets des opportunités qui lui permettent de beaucoup évoluer. Et ça, tout comme le changement climatique est la menace numéro 1, l'opportunité numéro 1, c'est vraiment la numérisation, la digitalisation et le fait de basculer dans un nouveau monde. Concrètement, c'est des nouveaux outils numériques, la gestion massive des données, mais aussi de toute l'information. Une digitalisation au sens global, c'est-à-dire connecter l'information. On verra, c'est vraiment un truc très très important. Et des nouveaux outils d'exploitation. Le machine learning, le deep learning, il y a énormément de choses qui viennent et qui sont à venir et qui sont extrêmement prometteuses et qui vont très probablement beaucoup aider les grandes régies. Il y a aussi évidemment donc, des instruments beaucoup plus entre guillemets plug and play, c'est-à-dire une facilité à avoir plus d'informations qu'on avait jusqu'avant. Donc ça conforte la régie à s'équiper et à s'instrumenter. Et après, ça c'est un cas assez particulier, c'est évidemment des facteurs liés à sa démographie et son tissu industriel et son économie qui va lui permettre de vouloir ou pas se lancer dans des entreprises de valorisation qui sont plus ou moins complexes. Donc ça, c'est un cadre un peu général. Et ça, c'est une analyse extrêmement qui n'a aucune valeur quantitative. Et c'est vraiment une approche, une classification. Et je ne mets absolument pas des noms de régies là-dedans, c'est plutôt des tendances globales. Toutes les régies ne sont donc pas aussi, ou alors les régies sont très motivées, d'autres le seraient moins. Et si, moi, dans mon esprit assez simpliste, j'ai voulu classer en deux grandes, j'allais dire, psychologies de régie, ce qui pousserait ou pas une régie à se lancer et à investir et à faire ses entreprises de valorisation. Et je mets donc d'un côté ce que j'appellerais des méthodes dites conventionnelles, classiques. Ce sont les régies qui font très bien le travail et qui sont consciencieuses, qui sont précautionneuses et qui ont surtout vouloir adopter les techniques, on va dire, classiques avec des traitements et des choses qui vont lui permettre d'approvisionner son eau et qui limitent les risques, etc. Et en fait, ça, c'est, on va dire, une approche, entre guillemets, assez frileuse qui va vouloir être peu remise en question, ou en tout cas va avoir besoin de beaucoup de justifications. Et cette frilosité-là, souvent, moi, ce que j'observe vraiment, c'est ce que j'appelle la mémoire du passé. Donc, entre guillemets, les régies, c'est vraiment des éléphants. Il y a une excellente mémoire, de la mémoire de ce qui s'est passé et qui va être extrêmement important dans ses choix et dans les décisions qu'elles auront à faire. La mémoire des accidents industriels, des pollutions, la mémoire de ce qui s'est passé dans les décennies et les décennies impacte énormément la population et c'est très fort dans les régies, dans leur prise de décision, dans ce qu'elles vont faire ou pas là-dedans. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important, c'est de comprendre le passé, le passif sur plusieurs échelles de temps là-dessus, qui va les aider à savoir pourquoi elles vont ou pas se pencher là-dessus. Donc c'est plutôt, on mettrait ça du côté des freins. Et à l'inverse, il y a ce que je dirais, entre guillemets, c'est très stéréotype, c'est entre guillemets une vision un peu naturopathe. C'est une autre vision, beaucoup plus proactive, beaucoup plus ouverte et avant-gardiste, qui serait de se dire,
non, les méthodes et les analyses qu'on envoie à l'ARS ne sont pas du tout suffisantes ou ne permettent pas de faire une gestion. On va aller bien au-delà, on va se reposer les questions et surtout remettre en question l'existant et ce qu'il faut faire et comment le faire. Et ça, encore une fois, poussé par les changements climatiques et ce genre de choses, les régies, elles se posent des questions très innovantes sur des nouvelles façons de faire, des nouvelles pratiques, une gestion beaucoup plus parcimonieuse de leurs différentes masses d'eau, une espèce de sobriété dans la gestion, essayer de traiter au minimum, et donc avec des objectifs futurs, par exemple, de traiter avec, voire sans chlore et des choses comme ça. Donc ils sont assez avant-gardistes, et là, ils sont plutôt tournés donc, vers aussi d'autres pratiques, vers les voisines et vers les autres pays d'Europe, et c'est une gestion beaucoup plus ouverte. Il ne s'agit pas de classer à droite ou à gauche les noms de régie, c'est plutôt, j'allais dire, un espèce de mood, un tempérament dans lequel la régie se situe actuellement. Et ça dépend donc des facteurs qu'on a mentionnés précédemment. Très schématiquement, régie dans quel but ? Sur une échelle de temps. 3 échelles de temps. C'est évidemment pour une gestion au quotidien efficace. Alerte, pollution, station d'alerte, mais aussi une gestion des bonnes masses d'eau pour avoir immédiatement la gestion la plus efficace dans son approvisionnement. Donc, c'est limiter les risques, etc. Après, tout de suite, ça rentre dans une gestion à l'échelle annuelle qui est une gestion beaucoup plus parcimonieuse, intelligente. On connaît ces masses d'eau, on sait les gérer, etc. Donc là, la valorisation des données, ça va être tous ces outils pour avoir vraiment cette gestion fine et efficace. Et vraiment, dans un contexte aujourd'hui de sobriété énergétique, c'est extrêmement parlant. Et surtout, évidemment, c'est à l'échelle décennale, mais qui réverbère avec aujourd'hui, c'est évidemment dans 2030-2040, comment je vais alimenter ma métropole, mon agglomération. C'est vraiment des questions qui doivent se jouer aujourd'hui. Mais encore une fois, il y a plusieurs contextes qui doivent rentrer en compte là-dedans. Et là, je bascule tout de suite sur un sujet extrêmement pratico-pratique. C'est que valoriser, c'est des grands mots. Faire du modèle ou du machine learning, c'est des choses très bien. Mais il y a un problème extrêmement concret, c'est l'accès à la donnée. Donner, c'est bien, et l'accès à l'information au sens large. C'est-à-dire qu'avoir une sonde pH qui va me dire la qualité de l'eau et avoir 30 ans de chronique, c'est bien. Mais si c'est juste pour avoir un fichier Excel et que Michel, qui est parti en retraite avec tous ses cahiers de labo, c'est d'autant d'informations qui ne sera pas exploitable. Donc en fait, d'un point de vue très pratico-pratique, valorisation des données passe d'abord par la connexion et la collecte des informations et dans la chaîne de transmission. Énormément aujourd'hui d'informations sont disparates dans des cahiers de labo, dans des ordinateurs dans l'entrepôt, dans des fichiers Excel, etc. Et aussi dans les logiciels constructeurs. Donc c'est autant qui dissémine l'information et qui évite d'avoir une vision globale. Donc en fait, le chemin, c'est plutôt avant d'aller vers la valorisation et des nouveaux outils extrêmement sophistiqués, c'est avant tout de remettre les mains dans le cambouis et de reprendre cette connexion-là et de trouver des outils efficaces pour récupérer toute l'information au sens large. Et ça, c'est vraiment un énorme travail que beaucoup de régies le voient venir, ou beaucoup s'évertuent et le font. Donc c'est un énorme travail pour avoir toute cette chaîne-là et avoir une vraie valorisation. Parce que sans ces infos, on ne peut vraiment pas aller bien loin. Donc c'est un peu un espèce de plafond de verre que l'on observe. C'est qu'évidemment, sur le papier, sur le papier, c'est... D'un point de vue numérique, tout le monde est content ou motivé, il y a énormément d'intérêt. Mais d'un point de vue pratico-pratique, il y a vraiment un espèce de plafond de verre qui est de se dire comment j'entreprends cette digitalisation et par quel bout. Parce qu'encore une fois, on voit des outils très sophistiqués, mais c'est pratico-pratique. C'est les cahiers de labo dans l'armoire qui, depuis 30 ans, consignent les interventions, et les fichiers Excel de la sonde, je citerai pas de marque, avec tous les enregistreurs. Donc on a 2 gigas de fichiers Excel de température, de pH, de chlore, etc. Connecter l'un, connecter l'autre, c'est un énorme boulot auquel nous, on s'attaque, on s'adresse et qu'on constate. Et je signale entre guillemets le mouton à 5 pattes parce qu'il y a des régies qui sont très heureuses et qui effectivement ont la chance d'avoir un ingénieur ou une équipe et qui lui aura... aura énormément de compétences sur un pilier dans la régie pour justement essayer d'améliorer cette chose-là, quoi. Mais quand on n'a pas ça, on a énormément de freins à se pousser à la valorisation. En tout cas, ça devient un mastodonte sur lequel on n'a forcément pas trop par quel bout on peut le prendre, quoi. Après, donc du coup, encore une fois, moi je disais ça, c'est d'un point de vue de mon expérience à moi qui est très novatrice dans le domaine, mais de ce que j'ai pu observer dans d'autres domaines, et notamment scientifiques, au sein du CNRS, etc., et qui, eux, pour le coup, vont aller pousser l'exercice de la valorisation jusqu'à son paroxysme. C'est vraiment de l'exploitation de la donnée, donc tout ce qu'on peut imaginer, mais vraiment au maximum. Et ces questions-là sont exactement les mêmes. Et c'est là où nous, on voit, c'est que tous ces outils de digitalisation, de prendre soin de connecter l'information, de la rassembler, c'est des choses qu'on a déjà et qu'on continue de déjà bien développer au sein du CNRS. Donc c'est vraiment tout un apprentissage
que je trouve extrêmement fécond à apporter auprès des régies. Ça, par exemple, c'est une station qu'on a pu envoyer aux États-Unis et qui mesure tout un tas de paramètres. Donc, les conditions sont les mêmes. Là, c'est un petit exemple d'un projet qu'on met en place avec une régie, par exemple, de Mulhouse. Et c'est une approche donc, sur la valorisation. Donc, une fois qu'on prend le temps de bien connecter l'instrument, les acteurs autour, et du coup, on a une approche valorisation beaucoup plus personnalisée. Parce qu'en fait, valorisation, ce n'est pas des gros outils, c'est plutôt une approche beaucoup plus personnalisée, fine, de sa matrice, de ses problématiques, et par exemple ici de son analyse de bactéries avec ses propres familles. Donc l'objectif, grâce à ça, c'est une fois qu'on prend le soin de connecter toutes ces données, d'avoir vraiment ça comme panneau de pilotage, la valorisation va aller vraiment très très loin et on va pouvoir aller en profondeur sur l'analyse, sur des choses extrêmement spécifiques qui vont vraiment accompagner sa régie dans sa spécificité à elle, sur une analyse vraiment très particulière. Chose que tout seul l'instrument en soi, il fait l'analyse, mais personne en face ne pourrait réellement aller au bout de cet instrument-là. Et c'est un constat qui est aussi fait de la part des fournisseurs et des fabricants d'instruments, qui en fait voient très bien que la donnée, elle est sous-exploitée de ce qu'ils sont capables d'apporter d'un point de vue analyse, données, etc. Donc l'objectif, c'est de créer ce pont et ce mariage-là et sur la connexion de la donnée-là. Et voilà. Donc ça, c'est d'autres outils, encore une fois, sur l'interprétation. Quels outils on peut mettre en place pour interpréter et faire face au changement climatique sur des aspects extrêmement spécifiques. Et après, je touche un mot sur le machine learning. On entend beaucoup parler. Nous, on s'y met vraiment beaucoup sur tout un tas de sujets. C'est très, très prometteur, mais c'est absolument pas prometteur sans tout ce que j'ai dit avant, des choses extrêmement concrètes. Connecter l'information, etc. Là, on peut ouvrir. Et là, tout d'un coup, ce genre d'outil extrêmement sexy, entre guillemets, devient vraiment très profitable et intéressant pour une régie. Sinon, comme ça, c'est beau sur le papier. Mais donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul, pour l'introduction qui a bien permis de mettre sur la table différents sujets. Juste une petite info, donc dans la salle vous pouvez poser des questions, mais également à distance, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et peut-être une première question pour commencer, un exemple peut-être que tu aurais par rapport à la situation actuelle, aux sécheresses, en quoi le numérique peut aider, quelles seraient les petites applications qui pourraient y avoir? Il y a un exemple. En fait, le changement climatique, c'est assez paradoxal parce que c'est quelque chose de très fin, mesuré au quotidien, mais entre guillemets extrêmement violent pour une régie sur ce qu'elle doit faire et mettre en place. Donc nous, ce qu'on fait, un exemple, c'est par exemple avec l'agence de l'eau à Dour-Garonne, on va minutieusement vraiment quantifier le changement climatique et pas autre chose. L'idée, c'est d'installer des dispositifs qui permettent de vraiment, en tête de bassin, en dehors de toute pression anthropique, avoir une vraie mesure quantitative. Et ça, c'est très, très difficile à voir. À part les fameux 2 degrés et localement ce qui se passe, il y a tout un monde entre l'échelle globale et en fait, moi, dans ma régie, avec mes spécificités, c'est d'arriver à créer ce pont-là. Donc nous, on le fait donc, par l'agence de l'eau, par d'autres et des outils sur les régies, pour localement et j'allais dire minutieusement, enfin vraiment très précautionneusement, avoir une vraie quantification de ça. Sur des choses très très simples. pH, température, conductivité, niveau de l'eau, turbidité, des choses que tout le monde connaît, mais le faire et le regarder avec un œil vraiment très averti et décorrélé de ce qui est anthropique ou pas, etc., et d'avoir une mesure, c'est vraiment un des objectifs qu'on met en place là-dessus. D'accord, vous essayez de regarder l'évolution sur plusieurs années du coup, de ces différents paramètres. Voilà. Et des effets, donc par exemple sur les fameuses les contrastes climatiques. Il pleut, beaucoup de régies le voient, il pleut pas forcément moins, mais il pleut de façon entre guillemets différente. C'est-à-dire c'est plus intense, c'est plus des choses comme ça. Ça se quantifie, il faut le voir en termes de sécheresse, l'humidité du sol, la percolation ou pas. Et après sur les débits des rivières, il y en a qui observent des étiages beaucoup plus longs et un nouvel étiage en hiver, des choses qu'on n'observait pas forcément avant. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on sent, qu'on a entre guillemets au doigt mouillé, mais qu'il s'agit de quantifier, parce que c'est vraiment c'est là où ça va se jouer sur l'impact. Et vous avez déjà mis ça en place sur quelques années avec certaines collectivités, ou c'est vraiment des choses qui démarrent maintenant ? Alors,
Donc, comme je disais, moi, niveau collectivité, je suis le plus nouveau de la bande. Je n'ai que 2 ans, donc je sors du Covid. Mais par contre, on a toute l'expérience avec l'INRA et le CNRS, où là, nos stations commencent à avoir plusieurs années de recul et d'analyse. Et c'est vraiment des choses qu'on le fait beaucoup dans le cadre scientifique. On fait des publications, on a beaucoup de travaux et de collaborations avec les universités qui sont totalement dans cette thématique-là, sur les nouvelles pratiques, mais à une échelle vraiment plus scientifique, hein, sur les pratiques agricoles, avec l'INRAE, avec l'équivalent américain, l'USGS et les universités dans l'Illinois, par exemple. C'est des choses où, justement, sur les nouvelles pratiques et ces choses-là, au regard du changement climatique. Dans tout le contexte, parce que ce n'est pas juste une quantité d'eau, c'est la qualité de l'eau, l'impact des pratiques, salinisation globale des eaux continentales, enfin des sujets comme ça. Et là, pour le coup, on a beaucoup d'expérience avec les collaborations, et c'est tout ce bagage-là qu'on amène. D'accord, donc n'hésitez pas pour les questions. Et sinon, moi, j'ai encore une petite question sur le machine learning. Machine learning, intelligence artificielle, il y a une différence, c'est la même chose ? Alors, donc, il y a le deep learning, machine learning, intelligence artificielle, c'est toute une famille de nouveaux outils qui sont comment dire, c'est des apprentissages. C'est-à-dire que, très simplement, un ordinateur apprend, un homme comprend. Donc l'idée, c'est que ce qu'on voit là, c'est du mimétisme. C'est-à-dire qu'on va chercher à faire reproduire comme un perroquet qui va bêtement répéter des choses fines et précises. Donc du coup, c'est vraiment, il faut voir comme un outil très simple de mimétisme de ce qu'il a pu voir dans le passé et compléter. Et du coup, l'homme, entre guillemets, hein, c'est très très schématique ce que je dis, n'a entre guillemets que à comprendre, à faire. Plutôt, c'est des choses très difficiles à mettre en place, mais surtout à le faire de façon quantitative. Le machine learning a cette capacité-là, de façon précise et vraiment fiable statistiquement, de reproduire des patterns et des choses qu'on a pu observer, là où on ne pourrait pas le faire autrement, ou en tout cas on aurait entre guillemets une fois au doigt mouillé à le faire. Et donc du coup, on peut comprendre, et c'est des outils qui permettent de comprendre pourquoi tel ou tel phénomène a lieu, et de justement d'avoir une vision quantitative. Scientifiquement, c'est extrêmement complémentaire avec la modélisation que les scientifiques peuvent faire sur, par exemple, un aquifère. Tout ce que font les hydrologues, les bureaux d'études là-dessus, qui font leurs études, le machine learning n'est qu'un outil qui complète et qui fortifie cette compréhension-là. C'est-à-dire que quand je mets un modèle et que je dis que ma stratification est comme ça, et que j'observe tel ou tel débit ou qualité de l'eau, le machine learning va venir contraindre mon modèle et vraiment voir si cette fiabilité-là se retrouve et se reproduit de façon statistique, de façon quantitative. Donc c'est très simple. Il ne remplacera jamais rien, bien au contraire. Il met l'homme à sa place. Merci Paul. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions pour l'instant. Il y aura une session de questions à la fin aussi. Hein. Vous pouvez garder vos questions pour la fin. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, tu nous as dit que toutes les données, qu'il y avait beaucoup de données qui pouvaient être récupérées par les capteurs. Donc, effectivement, il y a la donnée qui est recherchée, par exemple le débit, la pression, la mesure de la qualité. Mais ce que Mathieu va nous montrer, c'est qu'il y a aussi toute une série de données enregistrées complémentaires à ces données qui peuvent aussi être utiles pour la collectivité. Donc Mathieu, je te laisse la parole. Merci Sophie. Oui, en 2 mots, Mathieu Boer, donc chef de marché environnement et énergie chez André Seauzer France. André Seauzer, c'est un fabricant d'instrumentation, donc fournisseur d'appareils de mesure, et vous les avez évoqués conjointement. On peut parler d'analyse physico-chimique, de mesure de niveau, de pression ou de débit. Alors pour de la recherche, et on a déjà eu l'occasion de collaborer ensemble, mais également pour l'équipement d'installation au quotidien, sur une sectorisation par exemple, on va faire de la mesure de débit, ça c'est tout à fait dans nos compétences, et nous sommes fournisseurs d'instrumentation à ce regard-là. Alors effectivement, aujourd'hui, l'instrumentation, nous fournissons des données depuis très longtemps, des données de mesure, de débit, de niveau, et ainsi de suite, mais on a aussi une quantité exponentielle de données mises à disposition ces dernières années, parce que tout simplement l'innovation que nous portons à nos produits nous permettent de le faire. Ces données-là, on doit en faire quelque chose, et on s'interroge nous aussi en tant que fabricants sur leur utilisation, que vont pouvoir en faire les exploitants, et je rejoins tout à fait le propos de Paul sur aussi bien la mise à disposition que l'utilisation dans la prise de décision. C'est partagé quand on le voit dans des enquêtes par des décideurs qui à majorité veulent aussi se baser, je dirais, sur ces données-là pour pouvoir prendre des décisions, alors au quotidien dans la gestion de leur process, mais aussi à plus ou moins long terme sur des décisions managériales
managériale ou tout simplement d'investissement. Donc ça, c'est important. Les trois principales raisons d'utiliser les données, aujourd'hui, elles sont évoquées de la façon suivante. C'est d'abord répondre aux exigences réglementaires. Alors, il y en a effectivement, on doit faire du monitoring, ça c'est une chose, et on doit en faire encore beaucoup plus. On évoquait le PGSSE, donc qui va aussi venir sur des aspects réglementaires par rapport au domaine de l'eau potable, donc monitorer, récupérer des informations, augmenter la collaboration, je crois que ça a été évoqué aussi, et on ne pouvait pas être plus clair entre différents fichiers qui traînent entre guillemets à droite et à gauche. Aujourd'hui, la gestion de ces données d'une manière un peu plus efficiente va permettre une meilleure collaboration entre les services et là aussi prendre des décisions dans un timing un peu plus court, donc augmenter encore une fois l'efficience de l'organisation. Ça c'est important, je pense que beaucoup de gens en ont conscience, un peu moins de gens aujourd'hui sont engagés dans une démarche, il faut effectivement y consacrer des moyens, y allouer des ressources, et tout le monde n'en a pas cette possibilité-là. Alors ensuite, il y a différents acteurs, on peut le faire en interne, je crois qu'on aura d'autres témoignages où ce sera le cas, mais on peut aussi le faire en externe ou le sous-traiter, et nous-mêmes en tant qu'instrumentistes, nous avons une fonction, on va aussi plus aujourd'hui vers ces fonctions de gestion de données, et on va apporter quelques services parce que c'est tout simplement complémentaire à ce qu'on sait faire, et notre organisation métier nous fait que nous nous intéressons également aux applications de nos clients. On ne vend pas simplement un produit, mais on va un peu plus loin dans leur connaissance. Donc ça, c'est les choses effectivement importantes et que nous avons à gérer aujourd'hui. Alors, je vais donner un chiffre qui atteint peut-être une valeur extrêmement importante, mais aujourd'hui, seulement 3% des données disponibles sont utilisables, disponibles sur nos capteurs. Alors, c'est effectivement pas sur tous les capteurs qu'on peut le voir de cette façon-là, mais on donne une quantité importante de données qui ne sont pas exploitées aujourd'hui, tout simplement parce qu'on manque d'expertise sur la technologie. L'exploitant, l'utilisateur ne sait pas qu'elles sont disponibles. Encore faut-il le savoir et à nous, fournisseurs, de le faire savoir évidemment. Ensuite, il faut pouvoir l'intégrer dans un schéma, dans une architecture souvent les systèmes mis en place de connexion ne le permettent pas de récupérer ce flot d'informations, il faut pouvoir les véhiculer et ensuite c'est effectivement de se poser la question qu'est-ce qu'on en fait pour que ce soit traité de manière efficiente et que ça nous apporte les bonnes informations. On verra quelles sont de différentes sortes et on va pouvoir graduellement apporter des réponses et des informations. Alors la première c'est de pouvoir mieux piloter son activité, mais ça souvent une mesure de débit instantané ou de niveau ou de qualité d'eau va permettre de le faire, effectivement, ça c'est un premier aspect. Mais ensuite, on va avoir des données sur du plus long terme, on parlait d'historisation avant, qui vont nous permettre de voir des tendances. Alors des tendances sur l'appareil en lui-même, de vieillissement par exemple, et qui sont importantes aussi pour la qualité de la mesure et la confiance qu'on peut porter à cette mesure. Et ensuite, on va parler aussi de soft sensing, qui est une notion aujourd'hui qui se développe de plus en plus, parce que on le verra, mais on a des données disponibles aujourd'hui qui vont permettre de développer des compétences associées ou plutôt des interactions associées. Je m'exprime, une mesure de débit électromagnétique aujourd'hui va utiliser une mesure de conductivité. Cette mesure de conductivité, elle va permettre de savoir non pas seulement le débit circulant dans la conduite, mais également la conductivité de l'eau qui circule, mais également on va même pouvoir aller plus loin dans le diagnostic sur l'encrassement de la conduite. Parce que l'encrassement va modifier tout simplement la valeur de conductivité qui est lue. Donc on aura une étape de plus dans le diagnostic du bon état de fonctionnement de l'installation. Donc on va un peu plus loin avec tous ces éléments-là et donc on a des informations complémentaires à la mesure de débit qu'on n'imaginait peut-être pas au départ ou qu'on n'avait pas avec d'autres technologies à se mesurer. Alors évidemment, quand on parle de mesures, on va les dissocier en mesures primaires, ça je vous l'ai dit, indicateur en continu et en temps réel, c'est la mesure de débit tout simplement, si je reprends l'exemple, et puis les mesures secondaires qui va permettre faire du monitoring sur l'appareil, de vérifier son vieillissement, parce qu'on aura un checking tout simplement du capteur pour vérifier que toutes les fonctionnalités répondent bien. C'est l'électronique qui va permettre de le faire, le soft qui va permettre de le diagnostiquer et qui va nous permettre de réaliser effectivement une gestion des actifs, de pouvoir même prédire un vieillissement et une maintenance à prévoir sur une installation. Ça, c'est des choses aussi qu'on va pouvoir faire en récupérant ces données et en les traitant. Je crois que là, c'est un axe extrêmement important de travail chez nous qu'on met à disposition de nos clients par les appareils. Alors, on a différentes fonctionnalités qui vont permettre de le faire. Et puis, je ne reviens pas sur cette notion de soft sensing, vous l'avez compris. On se découvre des applications grâce aux différents principes de mesure et en les exploitant
je dirais, au maximum. Ça, c'est vraiment un rôle de notre service de recherche et développement. On y consacre d'ailleurs une quantité importante de moyens aujourd'hui, avec plus de 250 brevets déposés. C'est pas pour rien, c'est pour aller dans cette voie-là essentiellement, sur des instruments de mesure. Alors ça vous permet quoi aujourd'hui, à partir d'un instrument, de faire un diagnostic permanent des appareils, vous le savez, en permanence son état de santé. Vous pouvez faire un fonctionnement documenté des appareils sans interrompre le process. Ça ne correspond pas effectivement à un étalonnage, si vous sortez un débitmètre de sa conduite, mais vous pouvez savoir pendant son fonctionnement que tous ses organes fonctionnent bien, que son tube répond, que les électrodes de conductivité donnent une bonne réponse, et ainsi de suite. Donc on a tous ces éléments-là qui vont permettre d'optimiser le process et surtout de faire une maintenance prédictive. Voilà, on va vraiment vers ces informations-là. Alors ensuite, une fois qu'on a ces éléments et qu'on est en capacité de les utiliser, effectivement, il faut pouvoir les remonter vers un système. Et donc aujourd'hui, comme je l'évoquais souvent, les systèmes en place, les architectures ne permettent pas de le faire parce qu'on est sur du 420. Voilà, c'est un système de câblage qui permet de remonter une information à la fois. Alors quand on l'élargit un peu avec un protocole ART, on peut remonter quelques paquets d'informations. Et si on va sur des bus de terrain, Profibus, Ethernet IP et autres, là on va pouvoir remonter toute cette quantité d'informations. La remonter où vers une architecture, un automatisme ou un cloud, où aujourd'hui on va pouvoir stocker des données et les mettre à disposition via des applications. Ça c'est quand on est propriétaire. Nous sommes propriétaires d'un cloud, mais on peut aussi l'envoyer dans une architecture ou cloud d'un client. Là ça suppose des compétences que j'évoquais au départ et certains moyens à mettre à disposition aussi par les utilisateurs. On rentre dans une autre couche où effectivement on va pouvoir traiter toutes ces données. J'évoque pas non plus la présence d'edge devices qui sont des transmetteurs d'informations donc via GSM qui permettent de récupérer toutes ces informations. Voilà, pour résumer la partie. Et alors concrètement sur le terrain, ça permet quoi? Ça permet effectivement d'avoir les données mesurées. Ça, c'était quand même le postulat de base. Ça permet d'avoir une géolocalisation. Ça peut être aussi intéressant pour des équipes qui ont un grand secteur à gérer, avec un turnover de personnel ou des gens voilà, qui sont à même de gérer un parc installé important. Et vous avez l'état de fonctionnement des appareils, un petit peu comme sur un tableau de bord de voiture. Vous avez des voyants qui s'allument. On a repris un petit peu cette signalétique-là qui est facilement compréhensible. Et ensuite, on peut aller plus loin aussi sur l'aide qu'on peut apporter aux exploitants, dans le sens où on peut avoir des supports à distance et on peut même communiquer avec certains capteurs, voire prendre la main sur le terrain. Voilà, tout ça, ce sont les données disponibles que l'on répercute et que l'on remonte plus facilement pour pouvoir les partager. Encore une fois, partage de l'information et aide et efficience tout simplement du service opérateur. Ça, c'est important et aujourd'hui, c'est mis à disposition. J'insiste sur le fait que les capacités aujourd'hui, on les estime clairement sous-exploitées et je pense qu'on peut aller plus loin, mais on est au début finalement de cette aventure-là. C'est important et le traitement des données, c'est un élément clé dans la prise de décision voilà, qui permettra d'aller plus loin. Merci beaucoup Mathieu pour cette ouverture sur le monde de la donnée. Alors pour ma part, une première question par rapport à la remontée de l'information. Du coup, toute collectivité pourrait passer de système ART à système Ethernet, etc. Ou alors il faut qu'elle s'équipe en amont? Il faut qu'elle s'équipe en amont. Ça suppose effectivement d'avoir la volonté de le faire ou de modifier l'existant sur le terrain. Et surtout, et c'est peut-être là où j'invite les bureaux d'études aussi à le réfléchir pour le futur, à ouvrir aussi vers ces technologies-là, parce qu'on a besoin aujourd'hui de remonter de l'information. C'est souvent... c'est pas encore toujours pris en compte, je dirais, dans les nouveaux projets. Et je pense que c'est important pour que dans le futur proche, aujourd'hui on peut vraiment parler de ça, on puisse rapidement utiliser cette donnée. D'accord, et ça implique de s'équiper de concentrateurs, de... Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors il y a déjà des solutions qui existent aujourd'hui sur le terrain. Voilà, il faut aussi qu'on travaille avec ces gens dans le développement de cette remontée d'informations. Mais voilà, il faut s'équiper sur le terrain pour pouvoir remonter de l'information et ensuite aussi la traiter dans l'automatisme en place. C'est important. Okay. On a une question dans le chat.
Donc Hortense qui nous dit que les capteurs présentent des taux d'incertitude. Comment cela est intégré dans les bases de données construites via les données des capteurs ? Alors les taux d'incertitude, on va parler de précision des capteurs, effectivement, dépendent de la technologie utilisée. Là, on a au départ un premier conseil à fournir aux exploitants qui est le bon appareil avec la bonne précision attendue. On n'aura souvent pas la même précision sur de l'eau potable qu'un capteur en exploitation, par exemple, qui peut nécessiter ou sur lequel on peut tolérer 5% de précision contre 2% sur l'eau fournie, par exemple, l'eau distribuée. Ça, c'est une chose. Et ensuite, on va l'intégrer finalement dans le soft qui va aller fournir les informations prédictives. On va constater finalement une dérive du capteur. Je vais me prendre un exemple qui est le capteur de pH, où on va intégrer les notions de point zéro et de pente, et on va vérifier la dérive de ce capteur avec certaines tolérances qui répondent aux critères de précision, et quand on est hors tolérance, on a des messages d'erreur qui s'affichent, alors sur le transmetteur lui-même ou à distance, et qui vont vous donner l'information, attention, il y a une maintenance à faire ou un remplacement de capteur. Dans le cas du pH, effectivement, on sait que ça a une durée de vie limitée, 12-18 mois, enfin en fonction de l'application. Et là, on va devoir le remplacer. Donc tout ça, c'est évidemment pris en compte. Et ce sont des points physiques ou électrochimiques dont on va tenir compte. Et ces dérives-là, finalement, influent sur la précision. C'est comme ça qu'on va en tenir compte. Super, merci. Je crois qu'il vous faut un micro pour qu'on puisse vous entendre. Merci. Pour approfondir la question précédente, est-ce qu'il n'y a pas des limites physiques à la généralisation d'instruments à transmission sans fil Alors, il y a des limites physiques, c'est sur les paquets de données effectivement transférés, et c'est aussi ensuite je prends un autre exemple, la débimétrie autonome. On va être sur un débimètre en sectorisation à pile avec une durée de vie et une autonomie limitée. Effectivement, la transmission va consommer de l'énergie et va impacter plus ou moins fortement l'autonomie de ces piles. Et donc là aussi, on a ces limites physiques qui font qu'on a toujours un compromis à utiliser en disant de quoi est-ce que j'ai besoin réellement comme information à traiter. Et ensuite, il faut vous poser la question aussi, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que j'ai besoin de plus de données, ou est-ce que par paquet de données, avec une fréquence donnée, ça ne me suffit pas à mon usage et au traitement de la donnée que je vais en faire, quoi. Donc on a ce questionnement-là. On l'a aussi dans les fonctionnalités qu'on offre. Toujours sur le même débitmètre, on aura un échantillonnage de la mesure, une fréquence de mesure auto-adaptative. C'est-à-dire que si votre débit est fixe, vous allez avoir un pas de temps, une mesure qui va être espacée de plusieurs dizaines de secondes. Et à partir du moment où vous avez des variations, là, l'appareil de lui-même va commencer à faire des échantillonnages de mesures beaucoup plus fins, beaucoup plus courts en laps de temps, et va vous donner une précision de la mesure. Donc là, on va rester sur une mesure précise, effectivement. On fonctionne de cette façon-là. Et la 5G amène ses limites physiques un peu plus loin. Un peu plus loin. Avec plus d'autonomie électrique et oui, tout à fait. Une bande passante régulée en termes de service. Effectivement. Merci. Merci. Et encore une petite question par rapport aux 97% du coup des données qui sont pas trop utilisées pour l'instant. C'est que ça commence à être des demandes de collectivité, ou alors vous commencez à en parler et vous avez déjà des applications sur le terrain? Oui, tout à fait. On en parle effectivement. On a des applications sur le terrain. Encore une fois, pour de la maintenance prédictive en premier lieu, voir que le capteur dérive, oui, et il y a un risque ou il y a une obligation de maintenance. Donc ça, on a typiquement des applications qui tournent sur ces aspects-là. Et on a plus que des réflexions, il y a déjà des réalisations d'engagés pour aller plus loin avec de la 5G, remonter de l'information. Donc c'est des choses qui existent, effectivement, mais on est au démarrage de la démarche parce que tout simplement, il y a une base installée qui est très grande et qu'il va falloir convertir effectivement au fil du temps et pour lequel les gens vont avoir besoin de ces informations-là aussi, quoi. Donc, voilà. On a une autre question dans le chat, donc de Maël, qui demande quels sont les types de données utilisés dans les 3% dont on parlait tout à l'heure. Alors,
quand on donne 3%, et je précise, là c'est vraiment dans l'exemple du débitmètre Coriolis, qui est un débitmètre massique, qui donne un grand nombre d'informations. Il se trouve que dans certains cas, on est un petit peu dans des proportions un peu moindres, mais il y a toujours largement au-delà de 50% des données qui sont disponibles et non exploitées. Les données disponibles, c'est quoi? C'est avant tout la mesure pour laquelle on l'attend, le débit, le niveau, la pression ou l'analyse physico-chimique, le paramètre d'analyse. Donc c'est ça, c'est une mesure où la somme, un débit totalisé par exemple, donc on est vraiment sur des choses assez basiques. Et nous ensuite, dans le cas du débit électromagnétique, on dit on a aussi une mesure de conductivité. Et puis on peut aussi déterminer un taux d'encrassement. Et on peut vous donner la qualité de la mesure de conductivité, l'information sur l'impédance du champ dans la bobine, et ainsi de suite. Et ça, alors, en tant que tel, on n'en fait rien. Mais nous, on va donner un check-up pour dire, OK, ça passe ou ça passe pas. C'est bon, ou il y a une dégradation, parce que pour plein de raisons. Un débitmètre, voilà, il y a du vieillissement qui rentre en compte, il y a des choses comme ça. Et donc, toutes ces informations-là, on peut les traiter aussi. Et ça vous permet de définir aussi où est le vieillissement sur l'appareil lui-même? Voilà. Alors, dans certains cas, oui, tout à fait, parce que c'est une aide au diagnostic importante. Si c'est la bobine électromagnétique, parce qu'elle a pris l'eau, parce que voilà, il y a eu quelque chose, on sait que c'est là où il faut intervenir, tout à fait. Super. Voilà. Et une dernière question, rapidement. Avez-vous des problématiques d'optimisation? Si oui, lesquelles? Des problématiques d'optimisation. Alors, on a des gens en recherche et développement, effectivement, qui travaillent d'arrache-pied sur toutes ces thématiques-là, autant que sur les principes de mesure en eux-mêmes, bien qu'ils soient connus et généralisés aujourd'hui. Donc, on a vraiment beaucoup de développement là-dessus. J'ai pas de points particuliers à relever, mais je peux vous dire que c'est vraiment un engagement fort de l'entreprise. Je le citais encore avant, c'est 250 dépôts de brevets par an, donc avec plus de 8000 brevets depuis la création de la société il y a 70 ans maintenant. Donc c'est quand même fort, et quand on dépose 250 brevets, on a eu beaucoup plus d'idées que ça, quoi, hein. Donc on travaille vraiment sur ces aspects de manière intense, et voilà, parce qu'on considère effectivement que c'est l'avenir aussi, et qu'on a beaucoup de données disponibles, hein. On connaît quand même, on est au cœur du process sur plein d'éléments finalement, quoi, hein. Donc voilà, on veut vraiment les travailler. Ça marche. Merci. Merci beaucoup Mathieu. Donc je vous propose maintenant qu'on laisse la parole à deux collectivités qui vont nous faire part de leur retour d'expérience, de ce qu'elles ont mis en place sur leur territoire. Donc pour démarrer, Monsieur Vinchamp de la Colmarienne des Eaux. Vous avez fait plusieurs constats qui ont fait que vous êtes allé vers de la collecte de données et le développement de nouveaux outils pour les interpréter. Donc je vous laisse nous en parler. Oui, bonjour, Éric Vinchamp, Colmarienne des Eaux, société publique locale depuis le mois de mai de cette année. On était avant une société SEML, société d'économie mixte locale. Donc on a changé de statut là dernièrement. Notre activité, c'est le domaine de l'eau, le petit cycle de l'eau. On travaille sur l'ensemble de cette filière, c'est-à-dire le pompage, la production d'eau, la distribution, le stockage, la récupération des eaux usées et son traitement. Voilà en quelques mots. Le constat, lorsque j'ai repris le service eau potable, était assez édifiant. D'abord, beaucoup de papier. Du papier sur le terrain, de la collecte essentiellement papier, sur tous les domaines d'activité, que ce soit du contrôle de vannes, du contrôle de ventouse, du contrôle de la protection incendie, de la relève des données terrain au niveau de la qualité de l'eau, de la recherche de fuite, tout ça était que de la collecte papier. Puis ça remontait, une personne était là pour refaire de la saisie, de l'interprétation pas forcément facile de la donnée, de la ressaisie en informatique dans des fichiers Excel, de la réimpression de données, puis arriver derrière le traitement par les agents de maîtrise et de la validation de ce qui avait été remonté, donc de la perte de temps, pas d'efficience dans ce qui avait été fait, et également des stockages dans tous sens. Vous aviez des fichiers Excel à droite, à gauche, pas forcément regroupés, donc un fichier par année. Dès le moment où il fallait commencer à rechercher des synthèses sur plusieurs années, il fallait rouvrir plusieurs fichiers, commencer à rechercher la donnée, donc de nouveau de la perte de temps, rechercher du papier en archive, c'est de nouveau de la perte de temps, parfois de la perte de documents, parce que la personne qui avait sorti des archives allait les ranger, mais pas au bon endroit, on les retrouvait plus tard. La demande des services extérieurs, qui était aussi
De la perte de temps, puisque le collègue qui était au bureau d'études avait besoin de données numériques sur les pressions sur certains secteurs pour pouvoir connaître, si besoin est, la nécessité de renforcer des réseaux. Données indisponibles sans lever le doigt et demander au collègue « est-ce que tu pourrais me donner l'information ?» Donc tout ça a conduit à dire que finalement, beaucoup de données, certes collectées, mais beaucoup de temps perdu. Et ensuite, arrivait le reporting annuel. Alors, le reporting annuel, c'était 1 semaine, 2 semaines de travaux pour sortir un rapport, une synthèse qui, finalement, aurait dû prendre qu'une journée. Des données aussi pas forcément lisibles, puisque quand on a des dizaines et des dizaines de lignes qui s'empilent sur des fichiers, pour la personne qui a le rapport en face, c'est plutôt indigeste. Aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où nos correspondants, les élus, les techniciens qui sont en face, on n'a pas trop de temps à perdre. On veut une synthèse rapide, on veut une donnée qui soit visuelle, on veut quelque chose qui est impactant, où on sait directement où on va. Et ça, on n'avait pas cette possibilité de l'avoir. Et finalement, au bout du compte, il arrivait une chose, c'est que des coûts importants en écriture, des coûts importants en réécriture, peu d'efficience finalement, données non disponibles. Le constat était quand même assez édifiant. L'objectif qui a été affiché, c'est que va-t-on faire et que recherchons-nous pour aller vers l'avant, pour gagner du temps, pour rendre la donnée disponible. Il faut qu'elle soit disponible pour l'utilisateur, pour celui qui est l'expert de la matière, mais aussi pour les collègues qui en ont besoin et qui ont besoin de l'exploiter, cette donnée, aller plus vite dans la production des rapports, sortir des rapports qui soient plus impactants et plus faciles, plus rapides, pouvoir travailler sur des synthèses sur plusieurs années et sans avoir besoin de rechercher des fichiers multiples, pouvoir travailler en même temps sur la donnée, sur des fichiers, sans que le premier qui a ouvert soit le prioritaire, que le deuxième doit attendre son tour, un peu comme au ticket dans une file d'attente. C'était des buts recherchés. Supprimer absolument la réécriture, donc supprimer le papier sur le terrain, et pas supprimer le poste de la personne qui saisissait, mais lui rendre une valeur ajoutée. C'est-à-dire que la personne qui est là vient contribuer réellement au service par la prise de compétences et un apport en expérience et aller plus loin dans le métier que de la simple retranscription et du passage au suivant. Se poser aussi des questions, c'est comment faire derrière. Les freins et les écueils. Quand on regarde tout ça, on s'est dit, oui, mais ton projet, il est pharaonique. On va où? On fait quoi? Ça va nous impacter où? Ça va nous impacter à plusieurs endroits. Déjà, informatiquement parlant, est-ce que nos serveurs ont de la disponibilité? Où sont-ils? Est-ce que la structure réseau existe? Est-ce qu'on est capable de mettre en place ce réseau? Quel coût? Quel type de matériel pour le terrain? On a fait des essais avec des PC portables. Au bout de 2 ans, PC mort. Donc, PC durci. Qui dit PC durci, des coûts importants. Faire des essais aussi, regarder aussi ce qui existe en logiciel. Les logiciels qui existaient, des logiciels propriétaires. Mais comme on le voit, le logiciel propriétaire, il a été développé par quelqu'un qui a pensé le métier à sa façon. Pas comme nous, on le vit au quotidien, pas forcément comme les exploitants le vivent. Ce qui fait que, bien souvent, pour remplir ne serait-ce qu'un contrôle de protection incendie, il faut ouvrir 3 cases différentes. Le gars sur le terrain, il ne peut pas faire ça. On a des agents sur le terrain, il faut que ce soit intuitif, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit répétitif, c'est-à-dire qu'il se fasse du contrôle de protection incendie aujourd'hui, demain il va faire du contrôle de vanne, de ventouse, après-demain il va être sur de la réparation de fuite. Il faut qu'il puisse ouvrir son dossier toujours de la même façon, qu'il y ait quelque chose qui soit standardisé et facile d'accès. La possibilité aussi pour nous, les exploitants, les gestionnaires, de pouvoir modifier. Parce qu'on voit très bien que la réglementation, elle change régulièrement. Il y a des évolutions, il y a des besoins qui se font pressentir de la part de nos services, mais aussi d'autres services. Donc il est nécessaire de pouvoir avancer sur ce sujet. L'interopérabilité aussi, puisque les données, on les a en interne, mais il va bien falloir à un moment donné peut-être les distribuer via une passerelle Internet pour que nos correspondants puissent avoir accès à ces données. Donc lorsqu'on fait le bilan de tout ça, il en ressort des coûts. Des coûts de licence, qui sont parfois assez élevés, des coûts de développement si on passe par des sociétés externes, mais également, à la moindre modification,
un nouveau coût qui s'y rajoute. Donc on n'a jamais fini. Même si on part sur un développement initial, on a toujours beaucoup de coûts qui se rajoutent au prix de la licence. De multiples licences. Quand on parle de personnes sur le terrain, aujourd'hui, on a 20 PC qui tournent sur le terrain. C'est 20 licences en puissance qu'il faut pouvoir alimenter, plus une dizaine qui sont sur l'ensemble des postes. Enfin, on ne les compte même plus, puisqu'aujourd'hui, tout le monde dans les bureaux, que ce soit au bureau d'études, que ce soit chez nous en exploitation, à l'assainissement, tout le monde a accès à la donnée, donc tout le monde a les applications sur son PC. Tout ça, c'est des coûts. Si on parle avec des licences propriétaires, il faut payer comme pour Microsoft. Et à un moment donné, la collectivité ou même la direction va dire « Bon, ton projet, c'est bien, mais moi, je ne m'appelle pas Crésus. » À un moment donné, le métier, le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. Donc le choix, il s'est finalement porté sur 2 outils qui sont complémentaires. C'est une base de données, puisque la base de données permet de collecter, de bancariser l'ensemble des données, qu'elles soient issues du terrain. Mais quand je parle du terrain, on a aussi à côté la supervision. La supervision, bien souvent, dans les collectivités, les supervisions, elles sont utilisées en temps réel. On a des données, puis quand on a besoin, soit on a la chance de pouvoir sortir un simple fichier Excel sur une petite période, et souvent, il y a des bases de données qui splittent là derrière, donc on perd la donnée, il faut aller rechercher dans des historiques, c'est parfois compliqué. Donc nous, on a interfacé la supervision, on récupère les données de la supervision. Les données externes, on fait du contrôle d'autosurveillance, d'autocontrôle avec l'ARS et avec des laboratoires extérieurs. On reçoit des fichiers sous forme PDF. On ne va pas passer une personne à retranscrire des données pour avoir l'ensemble des valeurs. Là, aujourd'hui, c'est des échanges directs avec des fichiers numérisés. On intègre le tout dans cette banque de données et on est capable de l'avoir en visu à tout moment, de ressortir des historiques, de ressortir des stats sur un paramètre particulier, et quel qu'il soit, que ce soit des pesticides, que ce soit des valeurs physico-chimiques, on les retrouve facilement. QGIS, tout simplement pour avoir une vision spatiale des événements, avoir une projection des événements, de la réclamation client, elle rentre aussi là-dedans. C'est des données externes qui sont gérées pas par notre service, mais le service clientèle. On les rentre, on les récupérera de façon visuelle. Derrière ces 2 logiciels, il fallait qu'ils soient robustes. Postgre, QGIS, c'est utilisé dans de nombreuses administrations. Ce sont des logiciels, ce sont des systèmes qui sont open source, c'est-à-dire que déjà, nous-mêmes, on s'affranchit de la problématique de la licence et du coût des licences. Alors, s'affranchir du coût des licences ne veut pas dire que ça revient à 0, puisque derrière, c'est une boîte qui est vide, qu'il va falloir alimenter, qu'il va falloir construire, mais on va pouvoir réutiliser une partie du coût de ces licences, finalement, avec plus d'efficience, puisque si on a besoin, il existe des sociétés support. Il existe une communauté d'utilisateurs très importante sur le net avec qui on peut échanger pour modifier, pour évoluer, pour avancer dans nos programmations, des formations qu'on peut aller faire pour des utilisateurs ou des administrateurs. Donc tout ça, ça permet finalement de mobiliser cet argent pour une réelle utilité pour la société. Donc on a fait ce choix de QGIS et de Postgre. Avantage aussi de QGIS, c'est un SIG avant tout. On récupère toutes les données SIG, donc de notre SIG qui est géré par une personne, sans interférer sur ces données. Nous, on vient que pour les consulter, mais on les récupère, on a tout. On a tous nos réseaux. On a nos 500 km de réseau d'assainissement, nos 500 km de réseau d'eau potable, toutes nos vannes, nos ventouses, la protection incendie, tous les éléments que l'on veut voir apparaître, on les récupère. Une collectivité extérieure veut qu'on l'aide sur un système, sur une problématique, elle nous envoie un fichier shape, on le glisse dessus, on a ces données. Elle nous envoie un fichier CSV orthonormé, on récupère ces données. On en reçoit un fichier, ne serait-ce qu'un Excel. Dès le moment où on va pouvoir avoir une clé pour la relier dans une table, on peut la rentrer dans une table et avoir une projection ou la relier à des données extérieures. Donc, toutes les données, on peut les collecter, les récupérer et les revisualiser directement sur ce système. Donc, c'est le choix vers lequel on s'est engagé et on a développé ces outils. Donc, aujourd'hui, la situation actuelle, c'est que tous les outils eau potable, toute l'activité eau potable, elle est gérée au travers de QGIS et de Postgre. Les compteurs, on a récupéré l'ensemble des compteurs qui sont traités par le service clientèle, qui effectue la relève, etc. Mais on a pu les réindexer et les reprojeter sur chaque parcelle, donc on sait où se situent tous nos compteurs. C'est pas une donnée qu'on va utiliser directement, mais elle va nous servir en support derrière, je t'expliquerai après. La recherche de fuite, le gars pose son point de fuite,
le collègue récupère la fuite, il sait qu'il y a une fuite puisqu'il y a un picto qui apparaît d'une certaine façon, il va commencer à traiter la fuite, on sait que le dossier est en cours parce qu'il y a un autre picto qui apparaît, on va avoir accès directement au dossier sans avoir besoin de lui dire « il est où le dossier ?» Maintenant, j'ouvre, je clique sur mon endroit, j'ouvre, j'ai mon lien, donc on va avoir la gestion documentaire qui va nous ramener directement dans le fichier, dans le répertoire dans lequel on a l'ensemble des données. Et ça marche pour tous les systèmes qu'on peut mettre en place. On met vraiment en façon comme on le veut. On va pouvoir éditer les rapports, on va pouvoir éditer les dossiers aussi pour les sous-traitants, avec les numéros des DICT, l'ensemble des plans, etc., pour qu'ils puissent savoir, le fournisseur, lui, n'a pas forcément informatisé, mais s'il est informatisé, je lui sors un fichier Shape avec l'ensemble des données, je lui envoie, il a tout sur ses tablettes et ils peuvent travailler en informatique. Sans aucun problème, on est capable de le faire aujourd'hui, et ça de façon très simple. Il est intuitif, c'était aussi une des volontés. Donc les gens aujourd'hui, les agents sur le terrain, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau d'études, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour pouvoir remplir et compléter les données. Là aussi, on a pu standardiser l'information, c'est-à-dire par le choix de menu déroulant, par l'interface que l'on met directement sur QGIS, le formulaire s'ouvre, le gars il va faire les choix dans les différents types de défauts qu'il va trouver, ou la redondance de défauts, et il va avoir un minimum d'écriture à y faire. Juste une date, son nom, et terminé. Derrière, le reste, il va avoir des listes de choix multiples. On lui laissera éventuellement une case dans laquelle il va pouvoir s'exprimer librement, si besoin est. Voilà. Et ensuite, toujours au retour du terrain, pour les agents de maîtrise, ils ont une exploitation directe de la donnée. C'est-à-dire, quand on a 4000 poteaux d'incendie, équipement incendie de contrôlé, on a de la colorimétrie qui arrive direct. Il n'est pas contrôlé, il est rouge, il est contrôlé, il est bleu. On a un défaut dessus. On a un panneau d'avertissement. Donc, automatiquement, la personne peut aller voir ce qui se passe et directement informer le SDIS, directement sur la passerelle du SDIS, puisqu'on a un accord avec le SDIS. On se connecte chez eux, on met le poteau d'incendie en indisponibilité, ce qui fait que dans la demi-heure, s'il y a une intervention des pompiers sur le secteur, ce poteau ne sortira pas dans leur liste des équipements disponibles. Donc, c'est quand même des relations assez rapides, chose qu'on était incapable de faire avant. Impossible. Donc voilà quelques exemples. Les aléas de l'exploitation, que ce soit en eau potable, en assainissement, là on va poser un point, on va décrire ce qu'il y a, on va mettre les liens vers les fichiers, que ce soit des courriers d'échange avec le particulier, que ce soit des vidéos, etc. On va avoir les liens directs. Donc on n'a plus besoin de se pencher dans des répertoires, rechercher où est ma donnée. Je vais la retrouver systématiquement sans aucun problème. Donc voilà, toutes nos applications sont sur ce même principe. Je vous remercie. Merci et bravo pour l'application que vous avez mis en œuvre. Peut-être une première question, c'est utilisé sur le terrain depuis combien de temps? Les premières applications, on les a mises en 2017. La première application a concerné la protection incendie et derrière la recherche de fuite. Et est-ce que vous avez quantifié le temps que vous gagnez ou les coûts qui sont évités peut-être? En termes de temps, c'est énorme puisque la personne qui était quasiment avant, qui faisait que ça, que de la ressaisie, elle a disparu. Elle n'est plus là pour faire de la ressaisie. Elle est là pour préparer les dossiers techniques pour les entreprises extérieures. Elle traite à côté de ça aussi des demandes de devis, du reporting. Donc en gros, on a gagné un poste qui était en partie occupé par un technicien. Et ce technicien, il a la possibilité aujourd'hui d'être au cœur du métier, c'est-à-dire sur le terrain, en appui pour les agents, puisque les agents ils en ont besoin. On est face aussi à des problèmes, comme beaucoup en France, on l'entend, le recrutement des agents. Donc les agents qui rentrent aujourd'hui chez nous, ils ont besoin d'être épaulés, il y a besoin d'avoir de la maîtrise autour d'eux pour pouvoir avancer techniquement, les former et regarder ce qui se passe et les conseiller, etc. Donc là, on a vraiment gagné du temps. Les reportings, un reporting aujourd'hui, rapport d'activité, dans la demi-journée, il est sorti. J'ai sorti l'ensemble des données, et je le transfère à la secrétaire qui met tout ça en forme avec l'ensemble des données des collègues qui arrivent des autres services et le rapport annuel ou trimestriel est fait. Donc pour nous, c'est très rapide. On perd plus de temps. Dernièrement, on me demande est-ce qu'on aurait une idée des nitrates qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je questionne la base de données. Dans la demi-heure, un graphique avec les données sur 20 ans. Voilà l'évolution des nitrates sur le secteur. Donc on les a retrouvés très facilement sans rechercher dans les fichiers. Donc avant, oui, écoute, tu auras sûrement, je te sors quelque chose pour la fin de semaine. Tout ça, c'est terminé. Okay.
On a une première question dans le chat, très rapidement. Le partage pour récupérer et centraliser les données dans l'outil open source a-t-il été fait en interne, via un recrutement spécifique ou quelqu'un qui était déjà présent dans la structure ou avec un bureau d'études? Non, c'est moi qui ai commencé. J'ai commencé auparavant, je travaillais un peu sur des bases de données, on va dire, de chez Access, pour ne pas le citer. Mais derrière ça, lorsque le besoin s'en fait sentir, finalement, Access, c'était du SQL. J'ai fait juste une simple formation, je vais le nommer, chez Auslandia à Lyon, pour comprendre ce qu'étaient que les requêtes spatiales, puisque le SIG, finalement, c'est une succession de calques. On n'a pas forcément besoin de rentrer la commune dans laquelle on est. On n'a pas forcément besoin de rentrer la rue dans laquelle on est, puisqu'on va projeter le point sur les différents. Les différents calques, et la requête spatiale va vous dire ce point que tu viens de projeter, il se trouve dans telle commune, dans telle rue. Donc c'est aussi du gain. Donc c'était un peu ce nouveau langage que je ne connaissais pas, que j'ai été voir chez Auslandia. Et ensuite, avec la communauté qui est très riche aujourd'hui, j'ai regardé un peu comment ça se faisait. Et puis finalement, on s'est lancé et c'est venu tout seul, quoi. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seul à développer les applications. Derrière ça, 1 an et demi après, lorsque les premiers systèmes ont été lancés, mon collègue, mon adjoint s'est vraiment intéressé aussi. Aujourd'hui, il est au même niveau que moi en termes de développement. Et j'ai une collègue aussi qui s'occupe plus de la partie assainissement, qui elle aussi est très très bien avancée là-dessus, qui au niveau des requêtes, etc., elle est à même d'en sortir et d'en produire. Finalement, c'est pas compliqué, puisque quand on a bancarisé les données, on a juste à écrire la recette de cuisine. Quand cette recette de cuisine, elle est finalement enregistrée, on a juste à la rappeler. Donc n'importe qui peut la rappeler. On peut même la mettre directement sur QGIS pour qu'elle puisse être rappelée, et on peut sortir les données. On peut extraire les données à tout moment sous n'importe quel format. Vous voulez sortir un Excel, vous ressortez un fichier Excel. Vous voulez ressortir un CSV, vous ressortez un CSV. Vous voulez ressortir du Shape, vous ressortez du Shape. Vous voulez sortir du DGN pour une société qui fait le bureau d'études, vous ressortez un DGN. Je vais vous couper un peu la parole parce que vous êtes passionné et passionnant, mais on va laisser un petit peu de place pour que le CEDIF puisse nous expliquer aussi. Merci beaucoup, Monsieur Vincent. Donc, au CEDIF, vous menez depuis quelques temps une démarche Smart CEDIF, donc avec 3 concepts, Smart Network, Smart City, Smart Water. Je vous laisse nous en parler. D'accord, merci. Je vais vous présenter donc effectivement la vision Smart CEDIF que l'on a au CEDIF, enfin que l'on initie en tous les cas, qui traite essentiellement de la valorisation des données. Auparavant, je vais quand même vous présenter très rapidement le CEDIF. Là, on voit la carte du territoire en 2021. Donc c'est à peu près 130, 140 communes autour de Paris, dans l'Île-de-France. Et donc avec 3 usines principales de production qui sont Choisy-le-Roi, Neuilly-sur-Marne, Méry-sur-Oise, que l'on voit les 3 points rouges en fait sur la carte, sur les 3 fleuves principaux d'Île-de-France, qui sont la Seine, la Marne et l'Oise. Par ailleurs, on a 4 usines à puits qui viennent en complément. Environ 77 réservoirs sur l'ensemble du territoire, 45 stations de pompage, 45 stations de chloration et un réseau de distribution qui fait environ 8000 km sur l'ensemble du territoire. Ça revient à distribuer environ 762 000 m3 en moyenne chaque jour. Et donc on a 544 000 abonnés et 4,1 millions d'usagers, puisqu'il y en a plus que les abonnés forcément. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet du Smart CEDIF. Et auparavant, quand même, il faut présenter notre PPI, qui est le plan pluriannuel d'investissement, puisque le Smart CEDIF est issu de ce plan, en fait. Et donc, c'est un plan d'investissement sur 10 ans qui décrit l'ensemble des investissements du service public de l'eau, qui est en l'occurrence le CEDIF. Donc là, ce sont principalement plutôt des orientations. On n'a pas encore de projet vraiment concret, précis. Ça viendra dans le déroulé du plan. Par contre, il y avait 5 objectifs majeurs qui ont été identifiés.
Donc, je les liste rapidement, mais c'est amplifier le rôle d'acteur majeur du CEDIF. Effectivement, le CEDIF a un rôle important, c'est une des collectivités les plus importantes en termes de, en tout cas dans l'eau, en Europe. Après, c'est la gestion patrimoniale que l'on cherche à optimiser et de manière durable et innovante. C'est un point très important. En même temps, on veut continuer à placer l'usager au cœur du service et être acteur de la transition écologique également. Et tout ça en renforçant la sécurisation du service. Voilà. Donc ça, c'est les 5 objectifs qui ont guidé un peu le plan. Et parallèlement à ça, on s'est rendu compte que parmi ces 5 objectifs et d'autres besoins aussi qui venaient en complément, on s'est dit, développer une vision smart du service public de l'eau, ça pourrait être intéressant, c'est d'actualité, comme on le voit avec les autres présentations. Et donc, c'est vraiment le sujet de la valorisation des données. On est en plein dans ce sujet. Et donc, on l'a décomposé en fait en 3 parties, 3 volets. Le Smart Network, qui concerne plutôt le réseau, l'exploitation. Le Smart Water, qui concerne plutôt nos interactions avec nos abonnés et nos consommateurs. Et le Smart City, qui concerne les interactions avec le territoire et les administrations en particulier autour. Donc je vais développer ces trois volets. Juste une petite introduction sur un peu plus de détails sur ces 3 volets, on va dire. Effectivement, on cherche à valoriser des millions de données que l'on récupère chaque jour. On est un gros service d'eau, donc effectivement beaucoup de données transitent. On les utilise effectivement pas forcément toutes. Alors, je ne sais pas si c'est 50%, mais bon, il y en a pas mal qui sont forcément pas ou peu utilisées. Donc là, l'idée, c'est à travers le Smart CEDIF, c'est d'améliorer la performance des installations et du réseau. Les installations, c'est les ouvrages que je vous ai décrits en introduction du CEDIF. Le réseau, bien sûr, très important, de distribution. Donc ça, c'est la partie Smart Network, avec une gestion intelligente du patrimoine qui est l'objectif. La deuxième partie, le Smart Water, c'est améliorer la relation à l'usager, les abonnés, les non-abonnés, les collectivités. Et l'idée, c'est de fournir les bons services, les bonnes informations, au bon moment et aux bonnes personnes. C'est vraiment ça, on va voir qu'on appelle ça la politique digitale ciblée. Et enfin, le dernier point qui est le Smart City, c'est la synergie avec le territoire, le partage des données quand elles sont publiables. Alors on va d'abord parler du Smart Network, le réseau, la partie exploitation Smart. J'ai mis en avant 4 points, il y en a d'autres, mais qui sont les plus, disons, les plus remarquables. Il faut savoir que c'est un budget qui a été évalué à 70 millions d'euros sur 10 ans, sur la durée du plan, donc c'est pas négligeable. Donc on peut parler d'abord de la télérelève qui va être modernisée, dont les données vont être mieux utilisées, avec des pas de temps éventuellement meilleurs, avec des données complétées. Après, il y a la performance du réseau et la détection des fuites. Là, on est sur des outils innovants. On a déjà pas mal d'outils existants. On appelle ça Reseco, des capteurs acoustiques qui sont déployés sur le réseau. Mais là, on va utiliser d'autres outils qui sont en test pour l'instant chez nous. Voilà. Et donc, il y a des capteurs haute fréquence qui sont une des solutions qu'on va mettre en place, mais on va essayer de multiplier ces solutions et à chaque fois la récupération des données qui va avec, bien sûr. La qualité de l'eau, je vais aller assez vite. On a aussi beaucoup de capteurs qualité eau à travers le réseau. Là, pareil, on modernise, on étend et on utilise mieux les données. Et enfin, le pilotage en temps réel des réseaux, c'est ce qu'on disait avec le machine learning ou l'intelligence artificielle. Ça, on a un gros big data qui centralise beaucoup de données au CEDIF. Et donc, c'est des outils que l'on va greffer justement sur ces données, ce big data, et qui va nous permettre d'optimiser le service. Les deux autres volets, le Smart Water, bon là, j'en ai déjà parlé, donc c'est vraiment avoir une politique digitale ciblée envers nos consommateurs. Et Smart City, c'est publier les données dans le cadre de l'open data et des directives gouvernementales.
à différents acteurs extérieurs et aussi éventuellement récupérer des données valorisées, une fois qu'elles sont valorisées par des acteurs extérieurs, pouvoir faire des partenariats pour avoir des applications nouvelles qui sont co-construites avec des acteurs extérieurs. Voilà, donc ça va un peu dans les deux sens aussi. D'autres projets liés au Smart CEDIF, aussi avec des budgets assez importants, 80 millions sur 10 ans. Le déploiement du BIM, on vise à BIMer toutes nos installations d'ici 3-4 ans. C'est un gros chantier, ça va nous servir à avoir une base référentielle de toutes les données sur les installations qui est normée, qui peut être utilisée quelle que soit la localisation de l'installation, quel que soit son rôle. Et donc ça, c'est un gros chantier de BIMer, je crois que ça représente à peu près 12 millions d'euros sur 2 ans d'opération. Et donc ça va venir dans les années prochaines. Le passage du SIG en classe A, bon là c'est une histoire de réglementation, mais pareil, on va essayer de développer derrière la réalité augmentée. On voit sur les petites images, là, par exemple sur celle du SIG, là en bas, on a un SIG classique. Là, à droite, on se dirige vers un SIG en 3D avec réalité augmentée, superposition du réel et des schémas. Et puis, je termine par le SI industriel, qui est évidemment un gros poste chez nous, comme pour beaucoup de collectivités. Là, effectivement, on refond tous les systèmes de conduite, on intègre tous les objets connectés, on renouvelle l'ensemble des automates. Donc là aussi, c'est un très gros chantier qui va nous aider justement à faire le jumeau numérique, qui est très à la mode aussi en ce moment. Le jumeau numérique qui va s'appuyer sur le BIM, les maquettes BIM en partie. Donc tout ça est lié. Et pour faire des jeux de modélisation, de simulation et d'optimisation au niveau des usines et des réseaux. Voilà, donc au total, on peut estimer encore une fois, c'est des projets, hein, c'est plutôt des idées même. Donc ça peut évoluer, mais pour l'instant, il est prévu de dépenser environ 150 millions d'euros sur la partie Smart CEDIF, de valorisation des données. Donc c'est quand même une ambition forte. Et donc l'objectif du CEDIF, c'est donc d'être un véritable service smart qui soit valable et qui soit profitable à tous. Merci beaucoup. Très intéressant et impressionnant. Peut-être une première question sur combien de personnes en fait pour s'occuper de ces projets ou pour lancer ces projets ? Au CEDIF, donc on est une collectivité, j'en ai pas parlé, mais bien sûr on a un délégataire, on est en DSP, donc on a un délégataire. D'ailleurs, il y a une consultation en cours pour renouveler la délégation. Donc il y a une partie délégataire qui existe pour ces projets et les choses sont un peu réparties, on va dire. Mais au CEDIF, on est 120 agents à peu près, et on est peut-être 5-6 agents du CEDIF qui naviguent sur ces projets, ouais, on va dire, ouais. Merci. Ouais. On a plusieurs questions dans le chat. Donc la première, tout à l'heure on parlait de données partagées. Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur les sujets et publics concernés ? Au niveau des données partagées, déjà elles sont partagées en interne, oui, ce que disait mon collègue. L'intérêt, c'est d'avoir des données qui sont accessibles pour le plus de personnes possible déjà en interne. Donc là, c'est le premier niveau, on va dire. Une fois qu'on a les données structurées, hiérarchisées, organisées, c'est vrai que on doit ou on veut les communiquer à l'extérieur. Et là, on a des publics que l'on connaît. Ça peut être des sociétés tiers, des citoyens lambda. Ça peut être après. Il faut cibler ces partages. Et il faut voir, il faut peut-être s'intéresser davantage sur ceux qui peuvent être en même temps utiles et profitables à notre collectivité aussi. Oui. Merci. Et une autre question, ces nouvelles technologies pourraient-elles conduire à imaginer à long terme une facturation intelligente, par exemple vendre les mètres cubes plus chers en période d'arrêté sécheresse ou au-delà d'un volume journalier de base ? Peut-être qu'on y viendra, oui.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc effectivement, c'est une facturation à tarif unique, on va dire. Mais peut-être qu'on y viendra. C'est vrai qu'on n'est pas sur ce genre de position encore, en tous les cas. Ça ne fait pas partie de nos pratiques, en tous les cas, oui. Merci. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette session, à la fin de cet atelier. Donc, en conclusion, je pense comme on a pu le voir, même si on n'a pas des millions de données, même si on est une plus petite collectivité, mettre en place la gestion de la donnée, c'est quelque chose qui est lourd, où il faut se poser beaucoup de questions en amont, que ce soit par rapport aux besoins financiers, aux besoins humains, à ce qu'on veut faire de cette donnée. Et beaucoup de questions qui restent encore ouvertes et on pourrait continuer longtemps, mais je vous donne rendez-vous aussi le 13 septembre donc à Antony. On va continuer à parler de cette gestion de la donnée avec des sujets comme l'open data, la cybersécurité, les innovations sur le sujet. Et puis là, il me reste à remercier la Banque des Territoires et puis les intervenants qui ont accepté de participer à cet échange. Merci à tous.